tous, bienvenue encore à Comment dirais-je. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Nous sommes déjà rendus à notre troisième émission, ça va très très vite. Nous avons eu la chance d'avoir Naïla Rabel lors de la première émission, Tracy Perrault lors de la deuxième émission, et là c'est un grand honneur pour moi d'accueillir Benoît Chalifou dans notre studio, pardon. Merci à vous. Une belle accueil chaleureuse depuis le début. Donc, merci. J'ai bien hâte de faire cette entrevue. Merci. Benoît, bon, on va commencer de la meilleure des manières. First thing first, comme on dit en anglais. On s'est connus sur un terrain de foot. Yes. On Oui. s'est connus sur un terrain de foot. Je pense pas sur le terrain, je pense pas qu'on s'appréciait à ce moment-là. Parce qu'on ne jouait pas dans la même équipe. C'est probablement ça. J'avais jamais vu un joueur qui parlait autant. Et puis je sentais un accent, mais je comprenais pas c'était un accent de où. Et là, je me retourne et je vois Benoît Chalifou, qu'on me dit que, lui, c'est normal, il parle toutes les langues. C'est un Haïtien, c'est un Africain, c'est un Arabe, il est tout dans la même... Mais alors, ne te fie pas à son image. Aux apparences. Mais non, je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Ça me fait super plaisir. Tu me fais revivre des moments. Des fois, on vit des petits moments de notre enfance ou de notre adolescence ou de notre jeune vie d'adulte. Et non, c'est top. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Benoît, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un survol de ta belle carrière jusqu'à maintenant parce que tu as fait du chemin à commencer avec le joueur de foot que tu étais à devenir aujourd'hui un conférencier qui parle beaucoup de soft skills, de trouver un peu le talent en soi. Mais si on revient à la base, Benoît, ça a commencé comment? Donc, je veux commencer par ta carrière de foot parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je pense que beaucoup de ton livre, beaucoup de ce que tu prônes est venu de ta carrière sportive. Absolument. Une carrière qui n'a jamais débuté finalement. Mais oui, en fait, j'ai toujours rêvé, moi, d'être footballeur professionnel. C'est un rêve qui m'a animé à partir de 15-16 ans. Je me rappelle de mon ami d'enfance, un Chilien, que j'avais encouragé à faire du baseball, imagine-toi donc. Et lui, il connaissait juste le foot. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'a convaincu à essayer le ballon. À 14 ans, j'avais jamais touché un ballon. Et au moment où j'ai touché un ballon, j'ai senti quelque chose d'exceptionnel. Et moi, j'ai toujours été curieux envers les cultures, etc., les choses différentes. Et à partir de ce moment-là, ce rêve a débuté et j'ai voulu être footballeur professionnel. 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai vécu le monde du soccer collégien au collège. Après ça, à l'université, j'ai eu une bourse pour faire le foot et combiner ça avec les études. Et à la fin, mes parents célébraient et moi, je disais non, moi, je m'en vais à l'étranger pour essayer de joueur de football. Vraiment. Okay. Donc, à 21, 22 ans, là, je suis parti au Maroc. Je prétendais que j'avais un agent et compagnie, j'avais rien. Je partais là comme ça. Et donc, et j'étais déjà très, très vieux quand même pour espérer une carrière sans centre de formation, rien. Et donc, j'ai persévéré, et c'est là où j'ai envie de souligner la différence entre persévérance et persistance. Okay. La persévérance, c'est que tu as des signes verts ou jaunes qui t'indiquent, hey, il y a peut-être quelque chose au loin, on ne le voit pas, c'est pas clair. C'est comme quand on monte une montagne. On voit où est-ce qu'on va s'en aller, mais c'est pas clair. La persistance, c'est quand c'est juste des signes rouges partout et tu ne les écoutes pas. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis parti au Maroc, je suis parti en Tunisie, je suis parti à Dubaï, je suis parti au Portugal. Il a fallu que j'aie une grave blessure à la hanche. Au Portugal, je me suis déchiré le labrum. Aujourd'hui, j'ai une hanche artificielle. Okay. C'est ça la différence entre persévérance et persistance. La persistance m'a amené à me remplacer ma hanche parce que j'ai jamais écouté les coachs qui disaient ben Benoît, peut-être que tu manques un peu de ci ou de ça. Je justifiais mes échecs ou mes apprentissages, peu importe comment on va le décrire, par des facteurs externes. Et je dis toujours, quand on commence, et c'est là où j'ai appris que quand on commence à justifier pourquoi on n'est pas là, mais là, par des facteurs externes, on est déjà en train de se tromper de chemin. Vraiment. Tout à fait. Il faut l'assumer. Et je me suis tellement libéré, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que je l'ai justifié même à 24, 25, 26 ans, même quand je suis en train de me redécouvrir. Parce que quelqu'un qui nous écoute, là, qui a eu une passion dévorante pour quelque chose pendant un si long moment, qu'est-ce qui arrive? On voit que ça. On dort, on mange, on fait ça. On lit sur ça. On parle de ça. On est en groupe avec des gens qui partagent cette même passion. Finalement, notre vie, c'est à peu près juste ça. Tout à fait.
Et à un moment donné, quand on est forcé, comme moi je l'ai été, parce que c'est pas par mon propre gré, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis découvert des talents cachés, dont conférencier. Beaucoup de gens me contactent sur LinkedIn ou en haut, disent « Benoît, j'aimerais ça être conférencier. » Je dis « Mais je pense pas que je peux vous aider, j'ai jamais voulu le devenir. Tout ça, c'est fait de manière naturelle. En fait. Exactement. Et quand on sort, on étire notre zone de confort, hein, comme je l'ai fait sans nécessairement le vouloir, ma douce moitié que je salue au passage, qui m'a poussé, mais qui m'a poussé à dire, Benoît, t'es bon là-dedans, tu communiques. Regarde, je communiquais, ça t'a marqué sur le terrain, peut-être d'une autre manière, mais je communique. J'adore la communication. C'est un talent naturel. Je me force pas. Et donc, plus qu'on étire notre zone de confort, et des fois, c'est ça mon take-away de mon expérience sportive, c'est que ça m'a développé ces aptitudes-là, cette belle attitude, cette curiosité envers autrui, etc., etc. Mais encore plus, c'est le caractère que j'ai développé et cette confiance. Tout à fait. Mais en fait, bon, on a fait un petit peu un survol du côté sportif, mais déjà avant de te rendre à découvrir. Donc, quand tu es rentré au cégep, quel était ton champ d'activité, ton champ d'études avant ça? J'en avais rien à cirer. Mon champ d'études, c'était d'avoir une bourse pour jouer au foot. Okay, donc, tout tournait autour du foot. Ben, j'ai fait tout ce que les gens vont nous écouter ont fait, c'est-à-dire un pré-universitaire, un programme DEC sciences humaines, ouverture sur le monde, je me rappelle de rien. Parce que, et c'est ça qui est dommageable en ce moment, c'est que les étudiants au collège en ce moment, il manque la partie essentielle du collège. On devient un jeune adulte où on se découvre. Et c'est à la cafette que ça se passe, où on drague notre première douce moitié, etc., où on fait des folies. On l'a plus, là. On est pris dans les classes virtuelles. C'est dommageable. À l'université, c'est là où on apprend réellement. Et pour répondre à ta question, à l'université, encore une fois, j'ai eu une bourse pour aller à l'UQAM dans mon cas. Et finalement, j'ai pris le bac en administration des affaires parce que je me dis, ben ça ouvre plein de portes. Mais dans ma tête, c'était un plan 8, plan Z, c'était pas important. C'était le foot, une fois de plus. Maintenant, le bac en admin m'a propulsé. C'est important. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas avoir de plan B, d'autres qui disent qu'il en faut. Moi, je suis un peu mitigé dans tout ça. Je dis juste que pourquoi pas rendre l'utile agréable. Tout à fait. Hein? Tant qu'à le faire, on le fait. On le fait Ben, bien, on fait les deux. Je récoltais tous les bourses parce que tous les autres étudiants, athlètes à mon époque, ils n'avaient pas assez de notes pour pouvoir être validés pour la bourse. Donc, j'avais tous les bourses. J'étais le seul qui réussissait, ou presque. Là. Il y en avait 2, 3 autres. Mais on se les partageait toujours parce que les autres ne réussissaient pas à avoir de bonnes notes. Ben justement, ça apporte un point de... Tu as vécu... Bon, tu as été au Portugal, tu as pris cette blessure-là. Ouais. Et tu as dû faire ce que plusieurs sportifs peuvent avoir de la misère à faire aujourd'hui, qui est le deuil. Éventuellement, de commencer le deuil. Et tout a commencé un peu de là. Et comment si on peut revenir un peu... à ton état d'esprit à cette époque-là. Tu as été au Portugal, tu as été au Maroc, tu as essayé. On te l'a dit, comme toi aussi, tu as dit, bon, j'ai été persistant. Et le moment que tu dis, ah, ça y est, c'est bon, il faut passer à autre chose. Ben écoute, c'est comme je disais, le problème, c'est pas moi qui l'ai dit. Je sais pas combien de temps j'aurais de faire encore. Parce que j'étais plus capable. Je venais de me déchirer le labrum. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est comme Bo Jackson qui faisait le baseball professionnel et le football américain. Même lui qui avait des installations professionnelles, s'est fait la même blessure que moi et on se la fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on accélère tellement et tu sais, j'étais tellement too much, là, je donnais tout ce que j'avais. Je n'étais pas intelligent, mais j'étais énergisant. Et donc, la capsule a sorti. Et c'est plus possible de marcher. Et tu passes au bistouri, c'est terminé. Même Bo Jackson n'a pas pu refaire carrière. Ça te donne une idée. Là. Donc, pour répondre à ta question, c'est un facteur externe qui m'a forcé à fermer le livre. Et après ça, j'ai vécu des moments difficiles parce que là, je me suis retrouvé, c'est comme si tu connais une seule chose. Hein, il y a un concept qui s'appelle le concept des 10 000 heures. Quand on fait un certain nombre d'heures dans la même chose, on devient un spécialiste. Moi, je dis toujours, entre 20 et 30 ans, on devrait essayer un maximum de choses. Entre 30 et 40 ans, miser sur notre X. Le mien est très clair, c'est la communication. Et de 30 à 40 ans, je me développe des tentacules. C'est-à-dire... En lien avec la communication. Exactement. Auteur de livres, comme tu l'as dit, conférencier, chargé de cours, intervieweur, etc., etc., formateur. C'est tous des tentacules qui ont le même X.
communication. Mhm. Et en 40 et 50 ans, en miser sur un ou deux. C'est ce que je ferai certainement. Et après ça, en profiter de mes petits-enfants. C'est un peu ça l'idée. Mais il faut, pour ce faire, tenter un maximum entre 20 et 30 ans. Et c'est ce que je n'ai pas nécessairement fait dans ma première tranche de 20 ans. Ça a commencé juste à 25. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont plus jeunes, entre 20 et 30, là, c'est un moment exceptionnel pour se redécouvrir. Parce que votre talent caché, c'est peut-être pas celui que vous pensez. C'était pas ça pour moi. J'étais certain que mon talent, c'était le foot. Et c'était finalement la communication. Et comment, justement, tu as fait cette découverte? Comment ça a commencé? Justement, la phase, la phase 2 de Benoît, si on peut appeler ça comme ça. Ben, bon, j'ai cumulé les petits emplois ici et là. Moi, j'ai toujours accepté de commencer en bas de l'échelle. J'ai aucun problème avec ça. Parce que ça me permet de bien comprendre les mécanismes, les structures. À l'École des sciences de la gestion où je travaille aujourd'hui, j'ai commencé comme secrétaire. Attention, je venais de terminer une carrière qui n'a jamais débuté au Portugal. Je retourne ici et j'ai un boulot, mon premier boulot avec un bac en admin en poste, c'est secrétaire. Et l'intervieweur m'a posé la question, êtes-vous certain que c'est pour ce poste-là? On n'a jamais eu d'homme, premièrement, et certainement pas avec un bac. Mais moi, j'avais vu dans l'École des sciences de la gestion un potentiel, une école en pleine effervescence, avec plein de potentiel, plein d'options, de possibilités pour moi, à condition que je fasse mes preuves. Et ça, c'est un autre message. Les gens veulent... écoute, depuis que j'ai sorti le livre, là, si tu savais combien qui m'écrivent sur LinkedIn et Instagram et ailleurs, « Ah, j'aimerais ça être auteur, merci de m'introduire à la bonne personne. » Mais de quoi tu parles? Ils veulent faire A à Z. Ils ne veulent pas faire le B, C, D, E. Ça ne les intéresse pas. Et parce que ça ne les intéresse pas, ils ne le feront jamais. Aussi simple que ça. Moi, souvent, quand les gens m'interpellent, je réponds à tout. Je leur dis, bon, écoutez, ben, lisez mon livre et on s'en reparle. 5% des gens sont prêts à lire le livre. Ils veulent tout être auteurs. Ils veulent rien donner. Ils veulent rien faire pour se faire. Ils veulent l'avoir dans l'instantané. Ouais. C'est un grand problème, sincèrement. Donc, à partir de ce moment-là où j'ai accepté de commencer en bas de l'échelle, où je me suis entouré de gens meilleurs que moi. Je l'admets, les gens autour de moi sont meilleurs que moi. Et c'est un choix tactique que je fais. En même temps, ça me développe. Mais les gens autour de moi sont meilleurs que moi. Ma femme, elle m'a poussé à être conférencier. À un moment donné, je reçois un appel. C'est un samedi, un de mes amis profs, et à l'époque, j'étais responsable des relations internationales, je le suis encore d'ailleurs, et il y a un de mes amis profs qui me dit, Benoît, tu dois me sauver la vie. Je dis quoi? Il dit, j'ai un événement lundi dans le monde des techs, et notre conférencier nous a lâchés. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, tu communiques tellement bien dans les réunions de travail, etc. Puis tu es tellement humain. Et je raconte ça à ma femme, je dis, mais Élie est complètement débile, il me demande de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, et devant un crowd. Et ma femme me dit, mais tu es tellement bon dans la communication, qu'est-ce que tu racontes? Fais-le. Je dis, oui, mais j'ai pas de contenu. Elle dit, mais fais-en un contenu. Et ça a été mon point de bascule. Parce que j'ai donné cette conférence le lundi, et il y a des gens, des participants qui sont venus me voir et me disent, Benoît, est-ce que vous faites ça en entreprise? Et là, il y a ce fameux concept que j'aime bien, là, fake it until you make it. Par contre, je mets une subtilité à fake it until you make it. Il faut être conscient, il ne faut pas être aveugle. Ça veut dire que je ne peux pas dire, oh oui, je vais t'opérer à cœur ouvert. Non! Mais il y a des choses, tu le sais, tu es conscient, tu as une rétroaction positive. Et il faut quand même qu'il y ait un début. Et les gens n'aiment pas commencer sans avoir de précédent. Donc, ce concept est important quand tu sens que tu es la meilleure personne pour cette personne. Et donc, moi, j'ai dit, oh, oui, je fais ça en entreprise. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après ça, moi, je suis un jeune conférencier. Hein, ça fait 3 ans, mais je suis déjà catégorisé comme étant, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les autres, comme étant les conférenciers les plus réputés. Mais c'est un talent très naturel. Je ne me force pas. Et là, vous dites, ben, il est too much là, comme ça. Mais je suis comme ça avec ma femme, je suis comme ça avec mes enfants. Je suis de cette personnalité-là. C'est comme voilà, je suis chanceux d'avoir eu ce talent. Mais justement, puis je trouve ça spécial que tu parles justement de cette exploitation du talent parce que justement, ça met un peu la table sur le livre Être à son meilleur. Mais avant de rentrer dans le livre et de rentrer dans cette écriture et tout ça, quel a été ton cheminement justement? Là, tu commences à être conférencier. Et j'imagine que quand tu as commencé à être conférencier, le livre n'était pas nécessairement dans les priorités de ce que tu avais fait. Pas du tout, non. Donc, quel a été le cheminement
pour, de la première conférence, à arriver à bâtir et à coucher un livre qui s'appelle Être à Ouais. son meilleur? Mais oui, merci. Super belle question. Très bonne question depuis le début. Euh, Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est encore le fil conducteur qui a été le football. Ouais. Pourquoi le football m'a si intéressé? Parce que je côtoyais des Guinéens, des Camerounais, des Haïtiens, des Malgaches, des Burkinabés, des Ivoiriens, bref, nommez-les. Et moi, c'était pas juste avant et après ou pendant, c'était tout le temps. J'allais prendre le thé avec mes amis sénégalais jusqu'à 23 heures. J'étais le seul moineau qui parlait pas Wolof et à un moment donné, tu te mets et toute cette curiosité m'a emporté dans tout ce que je fais aujourd'hui. Cette curiosité d'autrui, depuis tantôt, hein, je posais des questions. C'est un naturel. C'est pas, je me force pas. C'est naturel. Et ça, cette curiosité, une flamme qu'on doit entretenir. Être curieux des autres, c'est tellement important. Et ça a été mon fil conducteur parce que quand j'y pense, cette curiosité m'a amené à l'emploi que j'ai eu à l'ESG. Et à un moment donné, j'ai rencontré Hassoun Camara, Oui. qui est un joueur de football de l'Impact jusqu'à On le salue dernièrement. d'ailleurs. On le salue. Et Hassoun, il y a Reda Agouran, un de mes bons amis, qui me dit Benoît, je dois te présenter Hassoun. Je rencontre Hassoun. Curiosité m'a propulsé. On est dans un café sur Saint-Martin. Il est encore joueur de l'Impact à ce moment-là. Et j'ai 1 heure de discussion avec lui. À la fin de cette 1 heure, je connais toute de sa vie. Il ne connaît rien de la mienne. Parce que je fais une Sonia Benezra de moi-même. Et je pose des questions sans arrêt. Et donc, le mec, il dit. Et à la fin, je dis Hassoun, ta vie, c'est pas possible. Parce que si, pour ceux qui ne connaissent pas la vie d'Hassoun, c'est quand même Super exceptionnel. conférence. Ouais. Exceptionnel. Et donc, je dis Hassoun, tu devrais écrire un livre, mais pas une biographie classique. Tu devrais faire quelque chose entre ta vie et un parallèle avec l'entrepreneuriat. Parce que tu es l'exemple typique que le sport professionnel, c'est de l'entrepreneuriat à l'état pur. Tout à fait. Très peu d'élus, beaucoup qui veulent le devenir, Ouais. toutes les chances contre toi, etc., etc. Et lui, sa vie, il faudrait qu'il y ait un film sur sa vie. C'est juste exceptionnel, sa vie. Et donc, et je le pense sincèrement. Et ce mec-là, il me dit, je le connais pas, il dit, je kiffe ton idée à la française. Et le lendemain, il m'appelle et me dit, je veux faire le livre, mais je veux le faire avec toi. Ah mais non, moi je dis, mais attends, je suis pas écrivain. Une fois de plus, être propulsé par les gens qui s'entourent, qui croient plus en toi que tu crois en toi. Et c'est là où j'ai eu ce début de réfléchi pour auteur. Et là, j'appelle une de mes bonnes amies qui s'appelle Danielle Henkel, qui est une entrepreneure très connue ici. Et à cette époque-là, je l'appelle et je dis, Daniel, on est un samedi, je pense, et je dis, est-ce que tu peux m'introduire au monde de l'édition? Tu as écrit 2 livres sur l'entrepreneuriat, on est amis, donc crédibilité amicale et professionnelle. Et je dis, est-ce que tu peux m'introduire à quelqu'un? Des fois, il faut demander. Parce que je pense que souvent, je dirais pas nécessairement au niveau beaucoup au niveau des communautés, au niveau des affaires, les gens ont peur de lancer une idée. Et justement, parce qu'on a toujours la peur de se faire prendre son idée, de cette méfiance et tout ça. Mais justement, quelle est l'importance pour toi, justement, de t'être bien entouré et de demander de l'aide lorsqu'il le faut? Demander de l'aide lorsqu'il faut, c'est-à-dire attention. Moi, quand je demande à Daniel de m'introduire, je sais que j'ai un produit vibrant, OK? Et je sais que si elle fait une mise en relation, ça va créer une mise en relation qu'on appelle gagnant-gagnant. Le problème, c'est que souvent, et ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, fin vingtaine, début trentaine, j'ai voulu, par tous les moyens, te mettre en relation avec le monde. Tantôt, je t'ai dit, si tu veux, je pourrais te mettre en relation avec quelques personnes pour ton show, j'adore. Tu as dit, ouais, ça m'intéresse. Je sais que je vais créer gagnant-gagnant. Tu vas être content, il va être content, vous allez avoir de la visibilité. C'est ça la subtilité. Et on ne s'arrête pas à ça. On met en relation les gens, mais on vient de créer une relation gagnant-perdant. C'est la première chose à savoir. Donc, quand vous voulez aider votre communauté, aider les projets des autres, attention. Vaut mieux aider moins souvent, mais être percutant et pertinent qu'on aide pour créer gagnant et gagnant. C'est très important. On ne s'arrête pas à ça. Oh oui, il n'y a pas de problème de te mettre en relation. Tu viens de faire une mise en relation où il y a une personne qui va être vénère après toi pendant quelques heures. Parce que oui, parce qu'il va perdre son temps. Oui, il va perdre son temps. Gagnant-gagnant. Et Daniel savait certainement que ça allait être gagnant-gagnant. Bref, toujours est-il, elle a créé cette mise en relation et par sa crédibilité, sa renommée, moi, mon projet était vendu avant de l'avoir présenté. Combien de gens veulent vendre des projets de livres ici? Plein de monde veut écrire des livres, personne ne veut en lire. Et moi, c'était vendu.
sans que j'en ai parlé. La madame VP de Québécois à cette époque-là m'appelle, elle dit: « Ah, parfait, vous devez livrer en mars de l'année prochaine. » J'ai même pas de projet, là. J'appelle Asun, je dis: « On n'a pas de projet, qu'est-ce qu'on fait? » Et on a écrit ce livre. À partir de ce moment-là, j'ai dit à Asun: « Attention, je t'avertis. Moi, en écrivant ce livre, j'ai un objectif très clair. Je suis devenu conférencier, j'ai une thématique qui s'appelle les soft skills, compétences humaines. On va en parler, On justement. va en parler. Et je t'avertis, moi, j'écris ce livre pour avoir une crédibilité comme auteur parce que je vais écrire le livre qui vient de sortir. Tout à OK? fait. Et Encore une lui, fois, c'est une situation gagnante-gagnante. ben oui! Eh bien, tu as tout à fait raison. J'ai écrit le livre avec lui, évidemment, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Lui aussi, ça a été un apprentissage. Encore une fois, je voyais la lumière au bout de la montagne. Je ne savais pas comment ça allait se traduire à être à son meilleur. Et quand j'ai sorti ce livre-là, il y a 2 ans, avec Asun, ça a connu un certain succès vraiment important. Oui, tout à fait. Et après ça, la conférence s'est multipliée. Et donc, j'ai accepté le ABCDE, le processus. Le processus s'est accéléré. Quand un talent a été percutant, 2 mots là, pour peu importe ce que vous faites, posez-vous la question, êtes-vous pertinent et percutant? Être percutant seulement, c'est pas suffisant. Être pertinent seulement, c'est pas suffisant. Il faut avoir les deux. En conférence virtuelle, mon objectif, c'est d'être pertinent et percutant pour qu'on oublie qu'il y a un écran devant vous. Tout à fait. Être pertinent et percutant, c'est très important dans tout ce qu'on fait, spécialement dans le monde virtuel dans lequel on est en train de vivre. Donc, après les conférences, machin, là, il y a plein d'éditions qui sont cognées à ma porte, dont Québécois, que j'avais écrit le premier livre, et plein d'autres. Et moi, j'ai choisi Gallimard parce que je savais que j'allais avoir une visibilité en France et que le livre allait être vendu en France, etc. Et là, écoute bien ça, et c'est ça qui est important à comprendre. Moi, en septembre dernier, je signe ce projet de livre avec Gallimard. De septembre à mars, je n'ai pas écrit une ligne. J'avais pas le temps. J'avais sous-estimé le temps. C'est ça, les entrepreneurs. Les entrepreneurs disent oui à quelque chose, puis ils se disent, on va s'organiser. L'affaire, c'est que moi, en février, même en janvier de l'année qui vient de passer, je disais à ma femme, il va falloir que je rembourse le chèque, l'avance qu'ils m'ont donné. Je ne suis pas capable de l'écrire, c'est impossible. C'est un livre qui va me suivre toute ma vie, c'est un héritage, je peux pas. Il faut bien faire les choses. Oui. Et donc, mars arrive, et là, j'ai une 60aine de conférences qui s'annulent du jour au lendemain. Ma vie professionnelle prend le bord, du jour comme la plupart d'entre vous. Et je me rappellerai toujours, on est vendredi quand ils font l'annonce. Mes enfants dorment et j'ai cette chambre qui était l'ancienne chambre de ma fille qui est rendue un semblant de bureau. Je suis assis dedans, tout le monde dort. Je vois une toile, je vois des photos éparpillées et je commence à faire un collage de mes relations. À la période où on annonce le premier confinement. J'affiche ça là et toute la nuit, je me mets à écrire. Ça a été le premier chapitre que j'ai écrit, l'avant-propos en fait. Et à partir de ce moment-là, du mois de mars au mois d'août, et j'étais déjà dans les retards, hein? L'éditeur pensait que j'avais avancé, que j'étais presque fini en mars. Je n'avais pas commencé. Et de mois de mars au mois d'août, en un temps record, je me suis levé à 5 heures du matin du lundi au dimanche, sans exception. Je me suis farci des centaines et des centaines de livres parce que je ne suis pas quelqu'un qui présente des conférences sur le thème des relations humaines d'un côté ésotérique. Je déteste ça. C'est très scientifique à mon approche, mais en utilisant le storytelling. Et du mois de mars au mois d'août, j'ai écrit ce livre qui est sorti en octobre. Mon éditeur ne me croyait pas. Et voilà, une fois de plus, j'ai saisi la chance. Si je n'avais pas dit oui en septembre, parce que je me disais, ben, j'ai pas de temps, je n'aurais jamais pu dire en mars, hey, by the way, je pourrais écrire un livre parce que ça se fait une année d'avance, la programmation. Est-ce que tu me suis? C'est la subtilité. Il y en a qui se disent, mais tu es complètement dingue de l'avoir accepté. Parce que je ne savais pas qu'il allait y avoir la pandémie. Et s'il n'y avait pas de pandémie, il n'y aurait pas eu de livre. C'est aussi simple que ça, j'aurais remboursé. Mais un petit takeaway pour vous tous, c'est que des fois, vous êtes mieux de dire oui, puis de vous organiser, puis de voir qu'est-ce que la vie vous réserve. Parce que c'est une opportunité trop extraordinaire. Warren Buffett disait ça aussi. Warren Buffett a dit... non, Bill Gates l'avait dit. Je pense que c'est dans une entrevue. Il demande à une personne quel chèque vous voulez. Combien vous voulez? J'ai un chèque, vous voulez combien d'argent? La personne dit non, je ne veux pas votre argent. Il dit non, vous voulez combien d'argent? Je ne veux pas votre argent. Vous voulez combien d'argent? Encore une troisième fois. Parce que justement, l'intervieweuse avait demandé comment vous avez fait pour prendre des opportunités, tout ça. Là, il a dit, ben, vous savez quoi? Il range son chéquier. Il dit, ben, vous venez de manquer une opportunité de prendre de l'argent. Parce que vous n'avez pas accepté cette opportunité-là. Ce que j'ai fait, moi,
Et c'est Bill Gates qui dit ça. J'ai pris toutes les opportunités qui me sont offertes dans ma vie. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous fonctionner. Tout à fait. Et donc, c'est un beau takeaway. Maintenant, une subtilité qu'il faut absolument comprendre. Il faut accepter des choses qu'on est prêt, qu'on se sent capable de faire. Il ne faut pas vivre dans notre monde de Cendrillon. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Moi, les gens qui m'entourent, hein, par exemple, Jocelyne Cazin, qui est une communicatrice hors pair, qui a pris sa retraite dernièrement, on a vécu avec le JE de l'époque. C'est une grande amie à moi. Et elle me corrige. Elle me dit des fois, Benoît, ça c'était catastrophique. Il faut être prêt à absorber ça et pas être sur la défensive, right? De dire, oh, elle me propose ça parce qu'elle m'aime bien et elle veut me faire avancer. Je m'entoure des meilleurs dans mon métier et je me fais challenger, ça me stimule. Me dire, ah, t'as été extraordinaire, ça me stimule pas. Me dire, oh, ce petit détail-là était un peu bizarre, ça me stimule. Ouais. Et justement, ben, ça me rapporte au point du soft skills. Pour les gens qui ne connaissent pas le soft skills, qu'est-ce que soft skills et comment tu as pu en faire un peu mon brand. Ton brand et ton champ d'activité? Mais soft skills, déjà, c'est un terme que je déteste, mais que j'utilise tout le temps parce que tout le monde le reconnaît. Soft skills, si on le traduit librement, ça veut dire compétences douces. C'est pas doux, c'est essentiel. C'est pourquoi je suis ici avec toi, parce qu'on se connaît, une relation qui s'est bâtie. J'aime ce que tu fais. Donc, c'est essentiel, c'est la compétence technologique la plus importante à l'ère des technologies. La compétence technologique clé, c'est les compétences humaines. Donc, on va le traduire plutôt comme compétences humaines, compétences interpersonnelles ou habileté relationnelle. C'est comment créer une relation avec quelqu'un, un rapport, et le maintenir dans le temps. Parce que juste aborder quelqu'un dans la rue par rapport à un lien que tu peux amener, par exemple, je te vois dans la rue, je te connais pas, je vais te dire bonjour, je te dis bonjour, et puis comment je peux créer un lien? Bien, rapidement, je vais aller voir dans tes intérêts. Oh, vous êtes de quelle origine? Oh, ici, vous parlez créole. Et là, ça commence. Et là, tu as créé un lien. Là, tu parles de compas, tu parles de football parce que tu aimes le football, parce que tous les Haïtiens aiment le Barça ou Madrid. Et là, tu arrives là-dedans. Et là, tu crées un lien de confiance. Et après ça, ben, tu bâtis là-dessus. Ça, c'est dans le short term. Et dans le long terme, c'est de bâtir, ce que je disais tantôt, des relations gagnant-gagnant, des relations qui vont se perpétuer dans le temps et de toujours s'assurer d'utiliser son coffre à outils, l'empathie, la communication, la maîtrise de soi, etc., etc. Parce que j'ai tendance à dire que pour être en relation avec les autres, il faut être en relation avec soi-même. Tout à fait. Donc, le premier élément de ces soft skills, c'est d'apprendre à être en relation avec soi-même. C'est ce qui nous permet d'être plus autodisciplinés, automotivés, etc. L'autodiscipline étant la plus grande liberté qu'on s'offre. Tu renonces à ce que tu préfères sur le short term pour faire un projet d'une grandeur plus importante. C'est ta liberté. Oui, tout à fait. Parce que sinon, tu as toujours ce remords de ne pas l'avoir fait. Tout à fait. Et ça m'apporte à te poser une question. Donc, théoriquement, les gens, ce que tu es en train de dire, c'est que pour justement améliorer ses relations, il faut faire un peu son travail d'introspection pour se connaître bien soi-même et, entre guillemets, être en paix avec soi-même si on veut bâtir des belles relations solides. Ben, pour donner du temps aux autres, il faut se donner du temps. Pour être généreux de manière financière avec les autres, il faut être généreux avec soi-même. Et ça, c'est un cercle qui est vertueux ou vicieux. Et donc, oui, je le crois sincèrement. Qu'il faut, si tu n'as rien accompli, qu'est-ce que tu peux offrir aux autres? Donc, il faut que tu accomplisses, il faut que tu apprennes, il faut que tu cultives tes compétences pour pouvoir les offrir aux autres. Aujourd'hui, je suis capable de coacher des gamins dans le début vingtaine, de les aider à devenir de meilleures personnes et je l'espère à me dépasser parce que j'ai fait ce travail-là. Et après, c'est de le donner. Donc oui, il faut être en relation avec soi-même et c'est ce qui est le plus difficile, je crois, sincèrement. En toute sincérité, je ne veux pas être dans l'ésotérique, mais il y a Will Smith partage quelque chose que j'adore, il parle de self-discipline. Il partage une équation bien simple qui s'appelle self-discipline equal self-love. You know? C'est de renoncer au bout de pizza là pour prendre une salade moins exotique parce que tu sais que tu vas être plus enfant avec tes enfants, etc. C'est renoncer à une gratification temporaire immédiate pour quelque chose de plus costaud. Me lever à 5 heures du matin, c'est pas ça que je fais. Il y en a beaucoup de livres de développement personnel qui disent Hone your morning, hone your life et tout ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, ce que je crois, c'est que tu te lèves à 5 heures du matin, c'est une raison d'être très puissante. Je me levais à 5 heures, les pieds joints, avec beaucoup de plaisir, du mois de mars au mois d'août, parce que mon projet de vie, là, il était puissant. J'avais beaucoup de plaisir. Je me levais dans la nuit pour l'écrire.
partir du moment que le livre a été livré, je ne me lève pas à 5 heures. Ouais. 6h30, c'est plutôt mon heure. Ouais. Donc, il faut faire attention avec ce mythe-là de se lever à 5 heures. Il faut comprendre le pourquoi. Il y en a beaucoup qui vont se lever à 5 heures et c'est tant mieux. En fait, je suis jaloux. Parce que moi, 6h30, ça me convient mieux. Ouais. Mais si comme j'enseigne demain à Paris, en virtuel, à 5 heures du mat, Montréal. Et je vais me lever, je vais dire Welcome Paris! Et je vais être plein d'énergie. Le lendemain, je peux te dire que je vais me lever à 6h30. Donc, le pourquoi, je sais que c'est très Simon Sinek en parle beaucoup. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je l'ai dans tes yeux. Mais c'est vrai, c'est pas cliché, là. Vous pourriez être, toute ton équipe, toute votre équipe ici pourrait être ailleurs. Mais ce pourquoi vous faites ça est plus puissant. Et c'est ce qui vous amène. Ça ne vous rapporte pas des millions de dollars, mais l'impact et la raison est plus puissante. C'est la raison qui est importante. Exactement. Moi, je peux donner une conférence bénévole pour une fondation qui me tient à cœur et dès 2 heures plus tard en faire une dans une grande entreprise avec un beau cachet. Et je te jure que le plaisir est égal. Parce que le why, c'est pas financier. Le why, c'est d'avoir l'impact sur les gens. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ça m'apporte à une autre question. Tu as fait plusieurs conférences en milieu d'entreprise. Ben, en fait, c'est là que ça a commencé. Et quel a été justement le besoin que tu as vu que tu répondais en entreprise? Très bon point. En fait, mais quand je regarde les clients que j'ai, les plus gros clients sont tous dans le domaine technique. Les domaines technologiques, ingénieurs, médical, juridique. C'est tous des domaines très techniques qui m'embauchent. Est-ce que c'est parce que c'est un peu des domaines où malheureusement, on met moins souvent le côté humain à l'avant-plan? Tout à fait, tout à fait. Tu sais, une personne en ressources humaines a déjà cet intérêt, c'est sûr qu'il va m'embaucher. Mais eux ont compris depuis quelques années qu'on embauche pour vos compétences techniques puis qu'on vous licencie par manque de compétences humaines. Parce que c'est la collaboration se fait en équipe, parce qu'il faut savoir communiquer en équipe, il faut savoir avoir de l'empathie au bon moment, etc., etc. Et ces gens-là, on n'en a pas. Ils ont été tellement formés dur sur le faire avec les compétences techniques qu'ils ont oublié le reste, alors que c'est l'essentiel. C'est pour ça que tantôt, j'ai dit la compétence technologique d'aujourd'hui, la plus importante, c'est la compétence humaine. Dites-vous qu'une compétence technique sera toujours temporaire, mais qu'une compétence humaine, qu'une curiosité intellectuelle doit être permanente. La curiosité intellectuelle, la compétence humaine doit toujours être permanente, alors que la compétence technique va être toujours temporaire et tu es un peu dans les technos, là, et toujours plus court. Et on appelle ça innovation destructive. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui emballent d'autres technologies et ça crée un cercle encore plus rapide. Mais notre compétence humaine, notre empathie aujourd'hui est plus importante qu'il y a 10 ans. Notre empathie en mode virtuel est encore plus importante. C'est ma question, oui. Exactement. Parce que justement, à quel point est-ce que tu as senti un peu une effervescence par rapport à ton livre, par rapport à ce que tu fais, plus spécialement là, dans cette période pandémique où le fait que, justement, tout doit se faire en virtuel et on doit trouver une certaine... on doit s'adapter à cette situation-là, puis on doit trouver un certain intérêt à faire les choses différemment. Mais je sens que non seulement il y a une pertinence dans ce que je fais en conférence avec le livre. Le livre, écoute, je reçois une vague d'amour assez fou, là. J'aurais jamais pensé être en réimpression. J'aurais jamais pensé recevoir autant de commentaires, des textes, là, véritablement, des textes. Et je pense que tu as tout à fait raison, tu soulignes un bon point. En mode virtuel, l'empathie, la communication, la maîtrise de soi, la bienveillance, la générosité, ce sont des actes tellement importants. Empathie, comment être empathique en pleine pandémie? Moi, j'ai par exemple une collègue qui était aux prises avec un mari souffrant, qui avait un problème de santé grave. Et j'ai fait une inspection de qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. Et apparemment, elle aime le vin blanc. Et j'ai fait une petite enquête à savoir où elle habite. Et j'ai déposé une fois de temps en temps une bouteille de vin blanc sur le palier. C'est une manière d'être empathique. Et à quel point ça changeait la donne avec cette collègue de travail, à quel point ça lui faisait du bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mon frère, en pleine première vague, lui, il n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Première vague, là, il y en a un. Mais il venait me porter de la nourriture de temps en temps. Parce que j'avais 2 moineaux qui me couraient après tout le temps. C'est ça, ces petits gestes d'empathie, c'est de prendre le téléphone, oublier le Zoom en équipe. Mais le Zoom ou le téléphone one-to-one avec la personne, comment vas-tu? J'ai un bon ami à moi qui appelle tous ces gens, son entourage, chaque matin. Comment vas-tu? Bonne journée, je t'embrasse. Like.
It's a small gesture, mais ça change la donne. Donc, en mode virtuel, le coffre à outils là, que je partageais tantôt de maîtrise de soi, de communication, d'empathie, etc., d'autodiscipline, c'est plus dur d'être autodiscipliné quand on est à la maison. Quand ton bureau est à 1 minute de ta toilette et de ta chambre à coucher, là, et de ta cuisine, c'est pas pour rien qu'il y a autant de cas d'anxiété, de gens qui sont ressombrés dans l'alcool. C'est dur d'être autodiscipliné, mais c'est encore une fois ta plus grande liberté. Il y en a qui l'ont pris en leur faveur, qui se sont mis à multiplier les marches. Et ces marches vont rester. Il y en a qui se sont mis à faire du sport. Moi, je cours 4 fois par semaine. Je ne le programme pas exactement, mais je sais que c'est 4 fois. C'est dans ma tête. C'est important. Et donc, il faut créer un équilibre parce que c'est prouvé, le télétravail a prouvé qu'on travaille plus que jamais. OK. Mais on n'est pas plus efficace. Ça m'apporte à une autre question, en fait, parce que depuis, même sur ton site Internet, et même toi, tu incarnes et tu parles ouvertement de diversité depuis longtemps dans ton discours. Ouais. Comment tu l'abordes au niveau des entreprises? Parce que là, on sait que cette période pandémique a amené un vent de marée. Un vent de marée de plusieurs causes sociales. Quel est ton regard là-dessus? Premièrement, si tu as un regard très transparent, premièrement, j'admets avec beaucoup d'humilité que je suis un privilégié parce qu'on va préférer Benoît Chalifoux que Kedol en entrevue. C'est aussi simple que ça. Faut pas se lancer faut pas faire assemblant, là. Je rêve, par exemple, l'autre fois, je faisais un panel sur la diversité avec 3 autres personnes super. Et c'était une Haïtienne, une Congolaise et une Vietnamienne. Et je leur disais, je rêve que je sois en train d'être dans un conseil d'administration d'une grande institution financière du Canada. Mais non, je suis sur un panel où je suis la minorité. Ouais. Mais non, il y a un plafond de verre au Québec, il faut l'admettre. Il y a une diversité plus importante, intéressante qu'en France. Il n'y a pas de ghetto ici ou très peu. C'est très inclusif. Mais attention, il y a un plafond de verre. Il ne faut pas se leurrer. Jusqu'au point de vue manager, après ça, on préfère un Benoît Chalifoux, un Michel Tremblay. Et c'est comme ça. Je l'admets. Maintenant, j'ai un rôle à jouer. Par exemple, pendant la première vague, on a eu Mais mon rôle, c'est pas d'afficher sur les réseaux sociaux. Ça ne change rien, ça. C'est bien, faites-le si vous voulez. Mais ce qui va changer la donne, c'est d'avoir des conversations difficiles dans votre entourage. Avec votre frère, avec votre sœur, avec votre père, avec votre chef d'organisation. J'ai un chef d'organisation, il dit, Benoît, j'ai 80% de mon monde qui sont issus de la diversité. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dis, parle-en, aie une conversation difficile avec eux. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, comment je l'aborde? Premièrement, je me rends le plus vulnérable possible en toute sincérité et authenticité. Et j'essaie de façonner chez les gens cette curiosité de l'autre. Parce que le commun des mortels a peur de l'autre qui est différent. Moi, ça m'excite, ça me stimule. Si je suis dans un 5 à 7 et j'ai plusieurs gens qui me ressemblent et je sais qu'il y a un ingénieur dans tout ce lot, je vais aller vers l'ingénieur. Parce que l'ingénieur pense pas comme moi du tout. Lui, il veut comprendre le détail du pourquoi, du comment. Moi, ça me fatigue. Donc, ça va m'amener ailleurs. Et parce que la diversité, il faut faire attention. On amène diversité égale culture. Attention, la diversité est multiple, à plein de sauces. Et aussi, amener le concept de l'inclusion. L'inclusion, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir valorisé. Et c'est d'aller voir ses biais inconscients. J'en ai. Moi, j'avais un biais, il y a un test sur Harvard, je pourrais te l'envoyer pour que tu le mettes à la communauté, là, qui est gratuit, et ça nous permet de voir nos biais. Moi, j'ai un biais favorable envers la personne de race noire. Parce que j'ai toujours côtoyé. Donc, moi, je favorise, autrement dit, je favorise un noir sur le blanc en entrevue. C'est ce que ça disait, le test. Assez fou, hein? Parce que le commun des mortels blancs québécois, c'est pas ça du tout. Donc, ça dépend qui tu as côtoyé au quotidien. Fait connaître ses biais. Moi, j'ai vu que j'avais un biais envers les transgenres. J'étais frustré comme la plupart qui vont connaître leur biais. Quand on a un biais, on se dit, voyons donc, c'est frustrant. Mais il faut arrêter de se sentir victime et il faut se sentir responsable. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu extrême, too much, mais j'ai demandé à tous mes amis, connaissez-vous une transgenre, un transgenre?
Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, c'est une de mes tantes est transgenre. Et j'ai pris un café de 2 heures avec cette personne-là. Juste pour comprendre. Oui! Et ça a changé ma donne. Ça a changé la donne. C'est même rendu une amie, on se texte de temps en temps. Ça me changeait ma donne. Donc, côtoyer des gens de cette ethnicité ou de cette sorte de diversité. Moi, tu dis, je parle toutes sortes de langues. Je suis extrêmement curieux de ça. Et ça commence très tôt. Un enfant, t'en as un, j'en ai un, à 1 an et demi, 2 ans. Si, par exemple, moi, je prends un vilain plaisir, c'est un exemple que je te donne, à l'épicerie quand je vais avec mon fils, 5 ans, il y a un mec classique, stéréotype, les tatous, les chaînes, machin, en arrière de moi, où il est là. Je dis, Martin, il dit bonjour. Il dit bonjour, et le mec, c'est la première fois qu'on l'aborde. Il est tellement heureux, et c'est souvent les plus beaux sourires. Là. Il y a une relation qui se crée parce qu'il est tellement pas habitué. Tout à fait. Risley Smith, là, direct. Tout à fait. Mais même pour ton fils aussi. Ben, c'est pour mon fils que je fais ça, c'est pas pour l'autre. C'est pour mon fils. Donc, c'est ce genre de... Donc, la diversité, je vais pas là dans les trucs classiques. Je vais vraiment dans des trucs choquants, mais l'idée après, Parce que c'est des discussions qu'on doit avoir. C'est des discussions difficiles. des Tout le discussions monde, difficiles. tu as des préjugés. Ta gang a des préjugés, tout le monde en a. C'est de ne pas se sentir victimisé par ça, mais responsable. Tout à fait. Et il y a plein de manières de le faire. Belle carrière jusqu'à maintenant. Ça n'a pas toujours été des moments faciles. Non. Écoute, si je pouvais te lancer, parce que je sais qu'il y a eu des moments au niveau de ta carrière sportive et tout ça, mais je t'ai lancé en conférence. À faire des conférences, ça a été des moments, justement, you fake it till you make it, comme on dit. Yeah. Mais à quel moment, est-ce qu'il y a eu une conférence ou un moment, un mauvais moment ou un moment, je dirais pas un mauvais moment, mais un moment d'apprentissage, justement, qui t'a permis d'apprendre plus que d'autres? En conférence? Oui. En fait, heureusement non, j'en ai pas eu de moment difficile, mais j'ai eu un moment point de bascule. Un moment où tu devais être à ton meilleur, puis tu l'es. Il y a toujours des moments importants dans la vie, right? Il y a des moments où tu sais que à ce moment-là, ça peut changer ta vie. Ashwin Kamara avait eu un moment en Coupe de France il y a 23 ans. Il joue dans une équipe de 5e division et il joue contre Auxerre. Il savait que c'était son moment. Et il a fait le match de sa vie. Et ça a été le point de bascule pour lui, pour faire son parallèle. Le mien, c'est qu'à un moment donné, il y a 3 ans, je donne une conférence dans une association de chefs d'entreprise dans le domaine technologique. Ouais. Un samedi matin à 8 heures du matin. Et je n'avais pas conscience comme Asun que ça allait être mon moment. Et c'est peut-être pour ça que j'étais un naturel déconcertant. J'étais avec des chefs d'entreprise qui gèrent des boîtes de plusieurs millions de dollars. Et j'ai fait la conférence de ma vie. Et ça a été un point de bascule parce qu'un chef d'entreprise qui t'écoute, il décide qu'il t'embauche. C'est pas, tu vois, c'est pas un employé parmi tant d'autres. C'est le PDG. Le lien direct. Ouais. Et ça a changé ma vie. Ça a été le point de bascule de ma carrière. Après ça, il faut livrer constamment. Percutant, pertinent, puis on peut ajouter constance. Ce que vous faites ici est exceptionnel. La vraie question, c'est est-ce que vous allez le faire encore et encore? C'est ça la vraie question. C'est d'être percutant, pertinent dans une constante. Tu as écrit le livre Être à son meilleur, que justement, on vous invite. On pourrait en faire tirer un. Je pense que. On pourrait en faire tirer un, ça me pourrait en faire tirer un. Je pense que ce serait une bonne idée. Qui vient me chercher beaucoup parce que je suis une personne qui est un fervent de trouver le potentiel puis de se retrouver sur son X. Lorsque tu vois des gens qui ont lu ton livre, quel est le sentiment qui te fait le plus plaisir, en fait, actuellement? Ouais, moi, c'est l'argent que je fais avec le livre, ça me stimule pas du tout. Mais le fait qu'ils voyagent puis qu'ils créent un impact sur les gens qui leur permettent d'avancer Et c'est très drôle parce qu'il y a 4 parties au livre et selon ton âge où tu es rendu, il y a une partie qui t'a plus marqué. Et souvent, les jeunes, ça va être la partie 1, d'autres, ça va être... Donc, il y a une évolution du livre. Et c'est un livre que mon souhait, c'est que ça soit une expérience de vie, en fait. Ça ne sera pas un livre que tu ranges dans ta bibliothèque et tu ne relis pas. C'est un livre qui va avoir la tâche de café, qui va avoir les post-it, les notes, qui va être sale, parce que tu vas l'avoir travaillé, ce livre-là. Tu vas l'avoir partagé avec les autres, tu vas avoir créé une connexion avec les autres parce que tu vas en avoir parlé. Donc, ce qui me satisfait le plus, c'est les centaines et centaines de messages que je reçois en ce moment qui prennent le temps de m'écrire sur leur appréciation de leur lecture et à quel point ils vont le relire et qu'ils vont en parler autour d'eux. Ça me stimule énormément.
Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial avec ce que j'ai partagé, qui est une fois de plus, la création de ce livre est le fruit de mes relations, la composition du livre est le fruit de mes relations, les histoires du livre sont le fruit de mes relations, tout est le fruit de mes relations. Et c'est ce qui est le proverbe africain qui dit, seul on va très vite, mais en groupe, on va plus loin. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Moi, je l'ai su depuis très longtemps. Maintenant, il faut s'entourer des gens, les gens qui sont au meilleur, que vous estimez beaucoup, et d'entretenir un lien avec ça. Tout à fait. Gagnant, gagnant. C'est très important. Et dites-vous que vos meilleurs amis, quand vous aviez 12, 15 ans, c'est correct si ce ne l'est plus maintenant. Assumez-vous. Assumez-vous. Ah ouais, mais Benoît, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai... OK, mais vous n'avez plus les mêmes valeurs. Vous êtes partis comme ça. Assumez-vous. Assumez-vous. C'est très important. Et si on pouvait revenir dans le temps, à 25 ans, Ouais. le moment, la pratique avant que tu te blesses au Portugal, justement. Si on pouvait, puis je prends ce moment-là spécifiquement, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais, si tu pouvais revenir dans le temps, qu'est-ce que tu dirais à ce Benoît-là? Ben, je pense pas que j'y dirais rien parce que je pense que c'est en raison de tout ça. Moi, il y a Abraham Maslow qui disait qu'à travers nos plus grandes, à travers nos plus grandes tragédies, que ce soit un décès, une catastrophe, un accident, peu importe, c'est là où on apprend nos plus grandes leçons. Ça fait. Et donc, je pense que c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Moi, j'ai perdu un frère quand j'avais 7 ans, qui a marqué complètement ma vie. J'ai perdu un père trop tôt. Et tu peux me demander, bon, si tu les avais pas vécus, je les ai vécus et c'est ce qui fait que je suis qui je suis, que j'ai cette résilience. La même chose avec le football. Je pense que c'est ce qui permet d'avoir accompli ce que j'ai accompli. Sans avoir accompli ça, je ne crois pas que je l'aurais fait. Donc, il y a un dicton qui dit ils ont moins de 20 ans, ils ont compris ce que certains n'assimilent pas en toute une vie. Je crois que c'est vrai. Il y a des gens qui vivent des tragédies difficiles et c'est grâce à ces tragédies qu'ils deviennent la personne qu'ils sont. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Et j'ai envie de te répondre que j'y dis rien. Silence olympien. Ouais. Parce que je pense que on déteste se faire dire quoi faire. On déteste. Si je te dis, tu devrais faire ça, OK. Mais il faut être prêt pour prendre ça, là. Je pense qu'on est mieux de se redécouvrir encore et encore et d'avoir cette capacité de pivoter. Ça prend plus de temps des fois. Moi, ça m'a pris un temps fou. Mais quand j'ai pivoté puis j'ai trouvé mon X, ça s'est fait à échelle grand V. Parce que j'étais tellement hardworking et tout ça que ça s'est fait à vitesse grand V. Donc, c'est d'avoir cette capacité d'accepter à un moment donné, là, qu'il faut penser à autre chose, mais avec la même hargne, la même énergie. Oui, tout à fait. Benoît, ce fut un énorme plaisir ici, de t'accueillir dans notre studio de Go Station Canada. On vous invite à suivre Benoît. Où est-ce qu'on peut te suivre? LinkedIn, Instagram, Facebook et autres. Et on vous invite à lire Être à son meilleur, se découvrir, trouver le potentiel, se retrouver sur son X. Yes. Et j'ai bien hâte de voir ta progression dans les mois et dans les années. À moi aussi. Merci. Québec, vous suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information.